Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro des experts au féminin. Aujourd'hui, encore des invités de qualité avec qui nous allons discuter de sujets d'actualité, mais aussi de fond. Je tiens, avant de commencer, à saluer deux fans de l'émission, Doris et Thérèse, que j'ai rencontrés récemment lors d'une rencontre littéraire. Et puis, nous allons dérouler nos sujets. Tout de suite, les experts au féminin, saison 2, épisode 6. C'est parti. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro des experts au féminin. Ce soir, nous allons parler de l'inclusion des travailleurs en situation de handicap avec nos invités qui sont donc au nombre de 3 ce soir. Bonsoir Priscilla Logis, vous êtes référente régionale handicap à Pôle emploi Guadeloupe et Île-du-Nord. Merci d'être avec nous. Vous êtes accompagnée de Marie Custos, directrice de Cap Emploi. Bonsoir Marie. Et également, aux côtés de Marie, Gaëlle Lacoma, inspectrice du travail à la DIDS Guadeloupe sur les questions d'inclusion professionnelle des personnes porteuses de handicap. Merci d'être avec nous, mesdames. Nous avons déjà en plateau Christina Filetas, qui est notre chroniqueuse parentalité et famille. Bonsoir Christina. Bonsoir Axel. Je crois que le sujet vous plaît beaucoup. Effectivement. Très bien. Alors, mesdames les invités, nous sortons tout juste de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes porteuses de handicap. Qu'est-ce que cette Semaine européenne, Priscilla Logis ? Alors écoutez, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, c'est d'ailleurs la 26e édition de cette semaine qui est menée au niveau européen, aussi bien au national qu'au régional. Et il est vrai qu'en tant que service public de l'emploi, avec l'ensemble des acteurs qui font partie du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, nous avons voulu mettre en avant, mettre en lumière justement des sujets qui touchent l'emploi des personnes en situation de handicap. Aussi bien à travers des animations auprès des associations. Justement, nous avons eu l'occasion vendredi d'animer une animation auprès de l'UDAG, qui est l'Union des aveugles de Guadeloupe, où nous avons pu leur apporter l'information sur l'emploi des personnes handicapées et plus précisément sur les personnes atteintes d'handicap visuel. Donc ce fut très intéressant pour elles. Et donc cette semaine permet de mettre en lumière tout ce qui peut toucher à l'emploi des travailleurs handicapés et tout type de handicap. Donc ça a été des actions menées au sein des agences Pôle emploi, aussi bien en binôme avec les conseillers Pôle emploi que les conseillers Cap emploi, mais aussi à l'extérieur. Très bien, donc on parle de personnes handicapées, tout type de handicap. Je me tourne vers Marie Custos. Quand on parle de personnes handicapées, de handicap, de quoi s'agit-il exactement? Alors, depuis la loi du 11 février 2005, qui est la nouvelle loi, mais bon, elle est plus nouvelle parce que c'est quand même 2005, mais par rapport à la précédente qui était celle du 10 juillet 87, c'est la première loi qui a défini ce que c'est qu'un handicap. Alors Axel, je ne saurais pas décliner toute la définition, elle est longue, mais je vais vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire être en situation de handicap. C'est-à-dire qu'en fait, le handicap, c'est la conséquence d'un problème de santé. Donc, on peut tous avoir quelle que soit la personne, un souci de santé, mais à partir du moment où ce souci de santé génère une difficulté, ce qu'on appelle nous les contre-indications dans une situation donnée, c'est pour ça qu'on parle de personnes en situation de handicap, c'est ce qui crée le handicap, c'est-à-dire c'est la difficulté qu'il peut y avoir à accomplir certains actes, à faire certaines actions. Donc dans cette définition, il y a un élément qui est important à retenir aussi, c'est que c'est en fonction de l'environnement. On peut être reconnu travailleur handicapé, mais ne pas être entre guillemets handicapé dans toutes les situations. Donc quand on parle d'emploi, il faut contextualiser. Voilà, c'est-à-dire qu'en emploi ou même dans la vie quotidienne, mais là comme le sujet c'est surtout l'emploi des personnes, une personne en situation de handicap sur un poste n'a pas nécessairement besoin d'adaptation parce que
l'environnement du poste fait que c'est compatible avec son état de santé ou les conséquences de son handicap. Mais si effectivement il y a une difficulté, à ce moment-là, on peut compenser avec des adaptations techniques, organisationnelles, voilà. Donc retenir que le handicap, c'est effectivement la conséquence d'un problème de santé, mais dans une situation donnée, c'est pour ça qu'on parle de handicap. Très bien. Alors, je me tourne vers Gaëlle Lacoma, vous êtes inspectrice à la DITS. Est-ce qu'il y a une démarche particulière pour faire reconnaître son handicap et le faire valoir un certain nombre de droits au niveau professionnel? Alors, effectivement, tout l'enjeu, et on l'espère le plus en amont possible, hein, c'est-à-dire dès que, notamment pour les personnes qui naissent avec un handicap, c'est de pouvoir, dès lors qu'on leur parle d'un éventuel parcours professionnel, qu'elles puissent entamer une démarche de reconnaissance de travailleurs handicapés. Et cette démarche s'effectue notamment auprès d'un partenaire du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés qui est la MDPH. Et là, pour peu que vous passiez devant une commission pluridisciplinaire, au regard donc de l'invalidité qui est constatée, il y a donc une notification qui est adressée à la personne en situation de handicap. Et l'idée, c'est de voir ensuite, avec cette notification, notamment dans le contexte professionnel, vers quelle orientation elle sera donc conduite. Si c'est notamment dans une entreprise adaptée, donc c'est juste une entreprise ordinaire qui se distingue par le fait que dans son personnel, elle accueille entre 55 et 100% de personnel, ou ça peut être une orientation en formation. Et sur ce plan, vous avez un certain nombre de CFA et d'organismes de formation qui aujourd'hui ont des référents handicap, donc des personnes ressources qui sont là pour accompagner les alternants en situation de handicap durant tout leur parcours. Donc c'est vraiment faciliter cette intégration. Ou ça peut être une orientation vers un ESAT ou encore vers une orientation sur un suivi d'un dispositif de coaching qui met en relation aussi bien l'employeur, la personne accompagnée dans le cadre de ce job coaching et le référent qui porte le dispositif emploi accompagné. Donc voilà. Très bien. Alors s'il y a tous ces dispositifs de communication, de sensibilisation, ça veut dire que peut-être en face, au niveau des employeurs, il y a encore une crainte, des réticences à employer des personnes en situation de handicap. C'est une réalité? Tout à fait. Mais je dirais que finalement, les employeurs, ils ne sont qu'une représentation, une portion de la population qui, malheureusement, par rapport à l'effet miroir que renvoie le handicap, a toujours des crispations et toujours en mode de rejet, de discrimination. Pour rappel, le handicap reste la première discrimination dans le monde du travail. Et effectivement, je dirais que toute la collaboration partenariale que nous avons avec le service public de l'emploi, aujourd'hui représenté par Pôle emploi avec Priscilla et Cap emploi avec Marie, et ainsi que la mission locale et bien d'autres, mais c'est de pouvoir finalement tout au long de l'année, pas simplement au niveau de la semaine qui s'est écoulée, de pouvoir sensibiliser, outiller, être en proximité de ces employeurs et notamment les organisations patronales, les organisations consulaires, c'est aller vers pour d'abord parler de compétences. Voilà. Et dès lors que ces entreprises elles ont exprimé des besoins de recrutement, et bien c'est de leur indiquer qu'elles peuvent aussi recourir aux compétences de personnes en situation de handicap qui vont leur apporter elles aussi une possibilité, une plus-value en termes de performance. Très bien. Et justement, Gaëlle Lacoma, que nous dit la loi concernant l'emploi des personnes en situation de handicap, puisqu'il y a déjà cette nécessité de non-discrimination à l'embauche, mais il me semble qu'il y a aussi un quota imposé. Alors, en fait, la loi du 11 février 2005 fait obligation aux entreprises, mais quand on dit entreprise, on devrait même dire employeur, puisque ça concerne aussi bien le secteur privé que le secteur public. À partir du moment où cet établissement emploie 20 personnes, cet établissement est assujetti à l'obligation d'emploi. Ça veut dire qu'elle doit avoir dans son effectif 6% de personnel reconnu travailleur handicapé. Alors aujourd'hui, je parle sous le contrôle de mes deux collègues. Dans le secteur privé, pour savoir si j'ai appris bien de la première leçon, c'est 2,73%
71 dans le secteur J'ai pas privé. révisé. Et 3,73 dans la public. Je sais qu'il y avait 73. Donc en fait, on est encore loin des 6%. Bon, même si effectivement le secteur public est un petit peu plus en avance par rapport au privé. Mais si vous voulez, les entreprises de 20 salariés et plus sont assujetties. Mais la question de l'emploi des personnes en situation de handicap concerne toutes les entreprises, quel que soit leur effectif. On est dans un tissu économique en Guadeloupe composé plutôt de petites entreprises. Oui. Et je peux vous assurer, bon, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on œuvre sur le terrain, c'est surtout les entreprises non assujetties qui volontiers font appel à nos services pour le recrutement de personnes en situation de handicap. Ah, c'est intéressant ça. Oui. Comment vous l'expliquez justement? Tout simplement parce qu'en réalité, alors après, vous savez, les plus grosses entreprises, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il faut aujourd'hui, en tout cas les entreprises de 250 et plus, doivent avoir un référent handicap. Alors ces entreprises-là, en termes de mobilisation de nos services, c'est pas forcément systématique. On les vise bien entendu parce qu'il y a l'obligation, mais pour les petites entreprises, bon déjà c'est lié au contexte, c'est notre paysage économique, mais c'est surtout aussi parce que dans une petite entreprise, la démarche n'est pas forcément la même. On est plus sur des fois des relations un peu sans préjugés, un peu paternalistes, où on est, voilà. C'est pas aussi cloisonné qu'une grosse entreprise avec un certain nombre de strates. Donc plus volontiers ces entreprises viennent et beaucoup d'associations. Donc vous voyez déjà, par rapport à la nature, au statut de la structure, effectivement on peut comprendre aussi pourquoi volontiers les personnes viennent vers nos services pour le recrutement de personnes en situation de handicap. Et en plus, depuis la loi de 2005, en 2020, il y a une réforme de cette loi qui aujourd'hui fait obligation à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, de déclarer le nombre de personnel en situation de handicap au sein de son effectif. Même si elles ne sont pas assujetties, les moins de 20, il faut les déclarer. Il faut déclarer. Et je pense, alors j'ai pas forcément, on n'a pas les chiffres encore. Non, malheureusement. C'est de 2020, non, c'est 2021, on les a pas encore, si? Non. Voilà. En fait, parce qu'on a toujours une année de décalage, voilà. je pense que le taux risque d'être quand même plus intéressant puisque, en tout cas, nous, on a beaucoup d'entreprises de moins de 20 qui recrutent. Très bien. Alors, justement, le recrutement de personnes en situation de handicap, je me mets un peu à la place de l'employeur. Je regarde le service public, les deux du service public, Priscilla Logis et ensuite Marie Custos. Vous me direz, est-ce qu'il y a des incitatifs fiscaux et financiers à l'emploi de personnes en situation de handicap? Écoutez, je pense que Mme Custos en a parlé par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Je vous dirais que ce qui est intéressant, et d'ailleurs j'invite toutes les entreprises à aller sur le site de la GFIP et à utiliser ce fameux simulateur qui a été mis en place et qui permet justement à cette entreprise de voir la contribution qu'il aura à effectivement payer à l'URSSAF, comme l'a dit Mme Custos, sans avoir recruté de personnes en situation de handicap, et en contrepartie de regarder la même simulation avec une personne de recruter. Et je vous garantis que la différence, elle est énorme. Donc, et moi-même, nous l'avons faite, et d'ailleurs, nous allons, dans le cadre du rapprochement Pôle emploi Cap emploi, outiller les conseillers entreprises de Pôle emploi de ce simulateur pour justement que ce soit l'un des outils de référence pour permettre à l'employeur de voir la différence entre le recrutement d'une personne en situation de handicap compétente, parce que c'est les compétences que nous mettons en avant, et bien sûr, voir effectivement la différence plutôt que de payer la contribution. Après, il faut savoir qu'une personne en situation d'handicap, avant tout au niveau de Pôle emploi, c'est un demandeur d'emploi. Donc l'employeur peut bénéficier de toutes les aides et les mesures qui sont mises à sa disposition dans le cadre d'un recrutement d'un demandeur d'emploi. Et à cela va se rajouter les aides soit de la GFIP si c'est une entreprise privée, soit du FIP si c'est un employeur public, pour justement faire une complémentarité d'aide sur le recrutement de cette personne. Quelques exemples d'aide et d'accompagnement? Alors écoutez, actuellement nous avons en développement au niveau du Pôle emploi, nous avons ce que nous appelons la FEST, donc l'action de formation en situation de travail, et qui je pense répondra parfaitement aux besoins de nos
nos demandeurs d'emploi. Vous avez ce que nous appelons l'action de formation pré-recrutement. Vous avez aussi la période de mise en situation en milieu professionnel, la PMSMP, qui d'ailleurs est une mesure que dès que nous l'utilisons, la plupart se conclut, en tout cas pour une personne en situation de handicap, se conclut par un recrutement. Parce qu'elle permet effectivement à l'employeur de toucher les compétences des personnes en situation de handicap et de se rendre compte que la vision qu'il avait, le regard qu'il avait sur le handicap, sur la situation de handicap, la problématique d'aménagement, eh bien que ce n'en est rien. Et que justement, que la plupart du temps, seuls 10% des personnes que nous accompagnons ont un besoin d'aménagement. Mais grâce au rapprochement Pôle emploi, Cap emploi, tout ça est fait de manière fluide et sécurisée. Parce que vous avez les deux expertises au sein de l'agence Pôle emploi. Très bien. Justement, parlons de ces rapprochements, puisqu'effectivement, exceptionnellement, vous êtes 3 invités autour de la table, puisqu'il y a cette synergie que vous êtes en train de mettre en œuvre. Parlez-nous chacune, s'il vous plaît, mesdames, de vos expertises et de la façon dont vous les mettez en synergie. On va commencer avec Priscilla Logis. Alors écoutez, je dirais que cette synergie a débuté il y a longtemps, il y a de nombreuses années, parce que Pôle emploi et Cap emploi, nous travaillons déjà en collaboration pour l'accompagnement des personnes handicapées. Mais il est vrai qu'effectivement, dans le cadre de ce nouveau modèle d'accompagnement gouvernemental qui a demandé effectivement de mettre en place ce modèle, et donc la vision qui était, c'était le rapprochement de Pôle emploi, Cap emploi, mais au sein d'une seule et unique agence, donc qui est l'agence Pôle emploi, qui est l'agence de proximité du demandeur d'emploi. Et donc je dirais que nos deux expertises permettent justement de sécuriser les parcours d'accompagnement. Et quand effectivement nous échangeons avec Madame Custos, on se dit que c'est le modèle d'accompagnement qu'il fallait et qu'effectivement avec ce modèle on pourra accompagner beaucoup plus, mais aussi aller vers les structures et parler en un seul nom, Pôle emploi et Cap emploi, pour le recrutement des personnes handicapées. Très bien. Alors Marie Custos, Cap emploi, qu'est-ce que c'est exactement et comment concrètement ça se traduit au quotidien, cette synergie? Voilà, alors ça ira dans le prolongement de ce que vient de dire Priscilla. Les Cap emploi, c'est ce qu'on appelle des organismes de placement spécialisés, donc des OPS. Nous sommes 98 sur le territoire français, donc notre organisme de placement spécialisé géré par l'association AGI, Association guadeloupéenne pour l'insertion des travailleurs handicapés, qui existe depuis 1995 sur le terrain de la Guadeloupe. Mais ce qui a changé effectivement, c'est que on a 2 types d'accompagnement. On a l'accompagnement vers l'emploi et l'accompagnement dans l'emploi. Donc pour l'accompagnement vers l'emploi, c'est dans le cadre de cet accompagnement que nous avons cette collaboration renforcée avec le Pôle emploi, où très concrètement, par rapport au lieu unique d'accompagnement, nos conseillers Cap emploi sont présents au sein des agences Pôle emploi. Ils ne sont même plus du tout pratiquement à Cap emploi. Et ils exercent justement, cette synergie entre nous se fait au sein de même lieu qu'on appelle le lieu unique d'accompagnement, qui est l'agence. Et ce qu'il y a de plus, c'est que le conseiller Cap emploi utilise les mêmes outils, enfin en termes de système d'information, que celui du Pôle emploi. Enfin, c'est le même système d'information. En termes de parcours, c'est beaucoup plus fluide. C'est beaucoup plus fluide et l'information est partagée parce que, effectivement, on saisit sur le même logiciel. Donc ça, c'est un élément important, ce qui permet aussi de mobiliser plus facilement les dispositifs de droit commun et les dispositifs spécifiques avec lesquels nous sommes, nous, Cap emploi, déjà habitués puisqu'on est un organisme spécialisé, sont mobilisés au cas par cas si effectivement le handicap est un frein. Parce que la plus-value, entre guillemets, de Cap emploi au sein du Pôle emploi, c'est justement cette expertise sur la culture handicap qu'on apporte et qu'on partage. Donc nous, on va monter en compétence sur la partie droit commun et les conseillers Pôle emploi monteront en compétence sur la partie spécifique. Donc on est vraiment dans cette démarche-là. Ça, c'est pour l'accompagnement vers l'emploi où effectivement l'objectif, c'est permettre aux gens de trouver du travail. Et l'offre de services intégrés qu'on déploie aujourd'hui, c'est une offre de service qui a été co-construite Pôle emploi, Cap emploi et qui a aussi à destination des employeurs. Donc la démarche aussi est favorable aux employeurs. Et le deuxième accompagnement, là, qui est spécifique à Cap emploi, c'est l'accompagnement dans l'emploi. C'est-à-dire, et je dirais même l'accompagnement en emploi, puisqu'il y a un glissement sémantique, c'est que notre cœur de métier, c'est d'accompagner les personnes qui sont déjà en emploi, salariés, agents de la fonction publique, ou voire travailleurs indépendants. Notre intervention, c'est surtout quand, et c'est souvent le cas, une personne est en emploi et il y a un problème de santé qui survient. Personne n'est à l'abri.
Aujourd'hui, tout va bien, je suis en bonne santé, je fais un accident, je développe une maladie. Et il se trouve que j'ai une difficulté parce que je ne peux plus reprendre mon travail comme avant. Et souvent, c'est un parcours du combattant. Voilà, c'est-à-dire que justement, le fait de mobiliser Cap Emploi sur cet accompagnement dans l'emploi, alors on ne travaille pas seul, hein, bien entendu. L'un des acteurs importants, c'est le médecin du travail. Donc, je disais, effectivement, l'AGI existe depuis 1995, donc on a un partenariat, je dirais, historique avec les services de santé au travail, qui sont les premiers signaleurs, si vous voulez. Donc, on reçoit des signalements du médecin du travail disant, voilà, il y a un salarié, un agent qui est en situation de handicap sur son poste, il y a lieu, effectivement, au moins de chercher des solutions. Et c'est là où notre chargé de mission maintien intervient avec le médecin du travail, avec l'employeur, avec la personne concernée, parce qu'il faut qu'elle adhère à la démarche. Oui. L'objectif, c'est de préserver son emploi, d'éviter qu'elle soit licenciée pour inaptitude dans la mesure du possible, bien entendu. Et que la situation ne s'envenime ajoutant des discriminations. Absolument, c'est ça, déjà bien présent. Et quand je parlais aussi aujourd'hui de maintien en emploi, c'est que dans certaines situations, c'est possible. Mais il y a des situations où il n'y a pas de possibilité, malheureusement. Alors, c'est pas forcément parce que l'employeur n'est pas mobilisé. Hein. Et comme je disais, on a de petites entreprises. Des fois, l'employeur n'a pas les moyens ni de créer de nouveaux postes pour un reclassement. Au moins, on négocie entre guillemets avec l'employeur pour qu'il accompagne la personne sur un projet de reconversion professionnelle. Même si on sait que la personne va être licenciée pour inaptitude, mais elle prépare son départ. Je dis ça comme ça, c'est pas aussi simple. Mais là, on est dans du maintien en emploi parce qu'on préserve l'employabilité des personnes autant que possible. Donc voilà un peu. Mais de façon synthétique. Parce que j'imagine que l'appauvrissement des personnes atteintes de handicap, en tout cas, doit être un sacré défi pour vous aussi, puisque perdre son emploi à cause de cela, j'imagine que c'est aussi une réalité. Tout à fait. Et on s'inscrit en fait en plus alors c'est pas que Cap Emploi, il y a tout un ensemble de partenaires, puisqu'on intervient dans le cadre du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. L'idée, c'est d'être aussi dans une démarche de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc on travaille aussi avec la sécurité sociale, il y a la cellule prévention de la désinsertion, les services de santé au travail maintenant doivent évoluer parce qu'il y a une réforme de la santé au travail au sein des services de santé au travail, il doit avoir effectivement une cellule de prévention. Enfin, l'idée là, c'est vraiment de comprendre que le handicap, ça concerne tout le monde, qu'on soit en démarche de recherche ou qu'on soit même en emploi, on peut un jour être concerné. Très bien. Gaëlle, oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, et je voulais dire effectivement que dans le cadre de ce fameux rapprochement, Madame Bustos et moi-même, et la direction Pôle emploi, l'agence Pôle emploi est aussi une agence de proximité pour l'employeur. Oui, et donc, on l'oublie souvent, mais il faut le préciser. Et quand une situation de maintien se présente, il faut que l'employeur puisse se rapprocher de son agence Pôle emploi afin que l'information se fasse au niveau du Cap Emploi pour qu'il puisse intervenir bien assez tôt sur cette situation et permettre le maintien à l'emploi du salarié qui doit revenir à son poste. Donc j'insiste énormément, n'hésitez pas, venez à l'agence de Pôle emploi, votre agence de proximité, pour venir prendre des informations sur la question du maintien et aussi au niveau des salariés. N'hésitez pas, venez prendre de l'information et on vous mettra en relation avec le Cap Emploi. Très bien, parfait. Madame Lacoma, alors vous, à la DIT, donc côté État, comment est-ce que vous intervenez justement sur ces problématiques et comment vous entrez en synergie avec ces acteurs qui sont aussi là? Alors, vous parlez de synergie et j'ai en tête 2 leviers d'employabilité pour ce public cible, à savoir donc les personnes en situation de handicap. Un qui date déjà de 2009, à savoir, et mes partenaires l'ont évoqué, le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, qui finalement si on devait le résumer, c'est un espace collaboratif de bonne volonté qui mutualise un certain nombre de retours d'expérience et d'expertise de partenaires aussi bien institutionnels
qu'associatif, et j'insiste dessus, puisque les actions que nous sommes amenés à conduire, c'est toujours vraiment connecté avec donc le retour de terrain des associations. Mais aussi, cette année, nous avons inclus les organisations patronales. Concrètement, il s'agit aujourd'hui donc de pouvoir mobiliser ce retour d'expertise de 12 signataires, donc depuis décembre 2020. Et cela se traduit par des groupes projets sur, en tout cas, en conformité donc d'une feuille de route qui a été co-construite et qui, au regard de 4 axes, à savoir un premier axe qui est la montée en compétences et qui va plutôt concerner l'alternance et la formation, va mobiliser notamment le recensement des référents handicap dont je parlais dans les CFA, dans les organismes de formation. Vous avez un deuxième axe qui, lui, va plutôt concerner la mobilisation des employeurs, puisqu'on peut avoir autant de dispositifs qu'on a, mais si finalement ça ne matche pas, il n'y a pas de rencontre avec les pourvoyeurs d'emploi que sont les employeurs, aussi bien du secteur privé que du secteur public, finalement nos actions ne servent à rien. Et donc la mobilisation des employeurs, quel que soit le secteur, et notamment les entreprises adaptées, comme je le disais il y a un instant, qui sont aussi des entreprises dans le milieu ordinaire depuis 2005 et qui ont encore une fois comme singularité de pouvoir accueillir et accompagner des personnes, des compétences de personnes en situation de handicap. Nous avions un troisième axe qui est le maintien en emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle. Pourquoi? Parce que, comme l'indiquait Marie, personne n'est à l'abri donc de la contractualisation d'un handicap, notamment avec la prégnance des maladies chroniques évolutives. Que l'on connaît bien en Guadeloupe. Voilà, n'est-ce pas? On a bien parlé durant la crise sanitaire, n'est-ce pas? Et l'idée, c'est d'être proactif en menant là aussi des actions de sensibilisation, aussi bien vers les employeurs que les publics cibles concernés, notamment au travers des associations. Vous avez un dernier axe donc de cette feuille de route qui est l'évaluation de nos actions, parce que l'idée quand même, comme tout est perfectible, c'est juste une activité humaine, c'est de voir ce qui pourrait être amendé et les actions aussi de communication. Et je tiens à dire que pendant la crise sanitaire, nous n'avons pas stagné en termes d'action, puisque les webinaires nous ont permis d'organiser des sensibilisations, notamment sur la drépanocytose qui reste sur notre territoire la première maladie génétique, et il s'agissait de l'aborder notamment dans le cadre du maintien en activité. Nous en avons fait de même avec les personnes porteuses de cancer ou également celles qui portent donc un handicap invisible qui représente quand même 80% des handicaps. Donc grosso modo, c'est là l'un des premiers leviers d'employabilité, et le second, il est tout récent parce qu'il s'agit en fait du club Les entreprises s'engagent de Guadeloupe qui s'est constitué le 12 octobre dernier. Et en quoi ça consiste? Alors c'est pas un énième dispositif, un énième machin juste pour en parler. Alors, non. Qui est membre? Est-ce qu'il y a des chambres consulaires, des syndicats? Justement, l'idée qui nous anime tous, en tout cas, c'est de tenir compte aussi des compétences de personnes qui sont souvent reléguées, notamment des personnes en situation de handicap, mais pas que, parce que vous avez aussi les personnes sous main de justice, les personnes qui sont réfugiées, les seniors, les personnes qui malheureusement perçoivent donc des minima sociaux qui sont très bas, et les demandeurs d'emploi de longue durée. S'agissant de ce club concrètement, en termes de fonctionnement, vous avez une gouvernance qui est notamment assurée par une entreprise qui a été sélectionnée par ses pairs, à savoir l'entreprise de Madame Muriel Montrand qui est Géomatique Caraïbes. Nous avons une animatrice également qui est Madame Valérie Larifla. Et je suis en copilotage s'agissant de la dette avec Madame Céline Bourrel pour pouvoir finalement, on va dire, fluidifier toute l'organisation d'action. Et l'idée, c'est vraiment que les employeurs se disent, bon voilà, j'ai un besoin de recrutement, j'ai un achat inclusif, et je vais franco vers les passerelles qui permettent justement de pouvoir inclure, faire cohésion avec ses concitoyens. Très bien, vous parliez d'indicateurs. Est-ce qu'on a une idée de l'évolution justement de la courbe de l'employabilité, mais aussi du maintien à l'emploi de personnes en situation de handicap en Guadeloupe? Alors, sur le maintien, je laisserai la parole à ma partenaire. S'agissant de l'emploi, je vous dirais que
malheureusement, et on l'a déjà évoqué, les taux restent très très bas. Donc, comme je vous le disais, en termes de données chiffrées, je n'ai pas encore reçu celle de l'URSSAF pour l'année 2021, mais il reste encore beaucoup à faire avec des taux d'emploi qui restent malheureusement vraiment en deçà de l'obligation nationale qui est de 6%. Et c'est pour cela finalement que toute cette collaboration partenariale, elle fait sens. Oui. On ne peut pas agir en silo sur le handicap. Je veux dire, c'est vraiment un domaine qui est transverse par essence. Oui, effectivement, un partenaire peut conduire une action isolée et ça va lui faire plaisir pour son ego, mais finalement, qui gagne? C'est certainement pas les personnes en situation de handicap. Et l'idée, c'est vraiment de mettre à plat ce que nous avons comme mesures, comme éléments qui sont incitatifs et qui fonctionnent, attention, on est dans le pratico-pratique pour booster les choses. Et je dirais que finalement, l'un des levier le plus important, c'est de communiquer, c'est de faire circuler l'information. Et déconstruire les préjugés aussi. Tout à fait. Mais justement, voyez-vous, on est avec vous aujourd'hui, c'est bien pour pouvoir encore rester dans ce continuum de décrispation sur les préjugés, sur les représentations. Encore une fois, on peut les comprendre puisque c'est un effet miroir, le handicap. On se dit, mais pas moi, ça ne peut pas m'arriver. Sauf que, ça peut être aussi bien une maladie professionnelle ou pas, ça peut être un accident de trajet, ça peut être aussi un loisir. Donc, personne n'est à l'abri. Et quand on parle de handicap, on n'est pas là pour gaver les gens, pour gaver les employeurs. Eux, on est là pour leur dire qu'il y a des compétences. Voilà, vous avez envie notamment par rapport au fait qu'on n'arrête pas de parler de vieillissement de la population, mettez, du carburant pour que vous soyez en performance. Mais c'est vraiment pour faire cohésion sur un territoire où ce n'est pas admissible qu'il y ait des gens qui restent relégués juste parce qu'ils ont une différence, et une différence qui interroge. Très bien. Avant de conclure cette première partie, mesdames, Priscilla Logis et ensuite Marie Custos, si vous aviez un argument à donner en faveur de l'emploi de personnes en situation de handicap, quel serait-il ? Waouh, un argument, waouh. Il y en a tellement que j'aurais voulu. Alors, si vous me le permettez, je voudrais tout simplement dire que pour moi, je souhaiterais que dorénavant, face à la représentation du handicap, qu'on mette le mot compétence, accompagnement et performance. Oui. Parce que nous mettons en avant les compétences et les performances des personnes en situation de handicap à la disposition des entreprises, mais nous accompagnons les entreprises. Et c'est ça la plus-value aujourd'hui de ce maillage, de cette collaboration renforcée entre nos institutions. Très bien. Je pense que c'est ce que je voudrais que les entreprises, que tout le monde retienne, aussi bien les demandeurs d'emploi, je dirais les personnes porteuses de handicap, tous confondus, salariés, demandeurs d'emploi, étudiants, lycéens, et les employeurs, accompagnement, sécurisation et recrutement. Parfait. Marie Custos ? Moi, j'ai un seul mot. Tout le monde, c'est monde. Très bien. Ça veut dire que... tout le monde, c'est monde. Voilà. Enfin, je crois que tout le monde comprend ça en Guadeloupe. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'inclusion. Des fois, les gens ne savent pas trop ce que ça veut dire. L'inclusion, c'est quoi ? C'est qu'on est dans une société... On doit accepter tout le monde avec sa différence. Et c'est ce qui nous enrichit. Et moi, c'est vrai, c'est un truc que j'aime. Tout le monde, c'est le monde. Je répète ça souvent, mais c'est très parlant. Et il faut qu'on arrête aussi toujours de regarder les gens sous le prisme, par exemple, du handicap. Nous, quand on va dans les entreprises, même si nous, organismes de placement spécialisés, on n'accompagne que des personnes en situation de handicap. Quand on va dans l'entreprise, c'est pas pour vendre du handicap, c'est pour dire, vous avez un besoin, mais n'hésitez pas, vous contactez Pôle emploi. De toute façon, que vous rentriez par la porte de Pôle emploi ou Cap emploi, vous allez forcément trouver... Il y a des compétences et il se trouve que cette personne est handicapée. Exactement. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout est rose et qu'on fait des miracles, c'est pas ça, on est bien ancré dans le sol, mais c'est simplement pour dire qu'il faut qu'on arrête de regarder les gens avec des œillères, il y a les femmes de côté, il y a les hommes de l'autre, il y a les handicaps, non. Tout le monde, c'est monde. Voilà. Parfait. Excellent. Mesdames, je vous remercie. On va passer à la seconde partie. Nous allons accueillir Cindy Bajazet, notre chroniqueuse. On vous remercie, Madame Lacoma. Et Priscilla Logis et Marie Custos, restez avec nous pour cette seconde partie. À tout de suite.
Nous sommes de retour sur le plateau des experts au féminin pour la seconde partie avec nos chroniqueuses. Alors, entre-temps, pendant la pause publicitaire, on a beaucoup discuté et je pense qu'avec la chronique de Christina, il y aura pas mal à étayer sur ce sujet qui sera dans cette continuité. Alors, Amanda sera avec nous en magnéto et elle va nous parler de la boxe Yékri. Christina, je le disais tout à l'heure en introduction, votre sujet sera dans la droite continuité de notre première partie. Tout à fait, donc je parlerai de l'inclusion à l'école. Très bien. Et on aura Joëlle Badralou qui est notre petit papillon voyageur. Elle sera avec nous en duplex par Skype. Et vous, Cindy Bajazet, quel est votre sujet de ce soir? Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Ben oui, vous n'étiez pas avec nous en première partie. Bienvenue. J'ai suivi en backstage, c'était très très intéressant. Alors oui, aujourd'hui, Axel, je vais recevoir Leslie Prudent qui est à la tête d'un organisme de formation qui va nous parler de son parcours, du métier de formateur et du centre de formation qu'elle dirige depuis 2019 puisqu'elle a comme cible les assistantes indépendantes, les assistantes freelance. Excellent. Bonsoir Leslie Prudent, merci d'être avec nous aux experts au féminin. On va se tutoyer Leslie, on se connaît, on ne va pas faire semblant. C'est aussi la raison pour laquelle je t'ai conviée ici aujourd'hui. Je voulais qu'on puisse te découvrir parce que tu es vraiment une professionnelle, une personne passionnée comme je les aime et tu fais partie de l'une de mes plus belles rencontres depuis 4 ans, depuis la création de mon cabinet d'assistance juridique administrative. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es à la tête d'un centre de formation, tu vas nous en dire en plus dans quelques instants, mais première question Leslie, pourquoi est-ce que tu as opté pour le statut d'auto-entrepreneur puisque tu es auto-entrepreneur, pourquoi avoir opté pour cette forme juridique? Tout à fait. Il faut savoir que je suis immatriculée depuis 2015, donc c'est vrai qu'à l'époque j'ai opté pour ce statut pour tout ce qui est facilité administrative, voilà, par rapport aux démarches. Et c'est vrai que je souhaitais lancer mon activité en tant qu'indépendante pour quitter le salariat. Tu es à la tête du centre de formation AC Conseil et Formation qui accompagne les assistantes à exercer leur métier en freelance. Alors le freelance, c'est le travailleur indépendant. Est-ce que tu peux nous parler de ton centre de formation et de ces personnes que tu accompagnes? Bien sûr. Alors je suis Leslie Prudent, entrepreneur depuis 12 ans maintenant, dans différents domaines d'activité. Et à ce jour, je dirige l'organisme AF Conseil et Formation. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as très bien expliqué. Donc j'accompagne les assistantes de direction qui désirent exercer leur métier en freelance et gagner leur indépendance financière. Donc sans se disperser ni perdre de temps, c'est très important. Est-ce que toi-même, dans une autre vie, tu as été assistante salariée? Exactement, Cindy, tout à fait. Il faut savoir que depuis l'obtention de mon BTS, donc là, on se replonge vraiment en 2003, d'accord, j'ai exercé en alternance. Et à la suite de cela, j'ai poursuivi mon aventure auprès d'experts judiciaires, avocats et dirigeants d'entreprise. Et c'est vrai que c'est une activité qui m'a toujours passionnée, parce que tout ce qui concerne vraiment l'organisation administrative, on va dire que c'est vraiment mon domaine de compétence. Mais c'est vrai qu'après plusieurs années à exercer à leur côté durant près de 15 ans, je me suis retrouvée en fait au pied du mur entre guillemets, c'est-à-dire que je n'étais pas pleinement épanouie. Voilà, donc à la suite de cela, c'est vrai qu'à l'époque en plus j'étais maman d'un enfant en bas âge que j'élève seule. Et je me suis retrouvée dans une situation où je me suis posé la question de me dire jusqu'à quand j'allais tenir, parce que dans cette configuration-là, je me suis rendu compte que je devais faire un choix entre mon désir vraiment d'être auprès de mon enfant, donc mes responsabilités en tant que mère, et mes obligations professionnelles. Voilà. Donc j'ai opté tout simplement pour une rupture conventionnelle, pour le lancer à mon compte. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic pour rebondir. Donc à la suite de cela, j'ai entrevu des solutions. Et étant donné que j'avais une expérience acquise en tant qu'assistante de direction, j'ai tout simplement rebondi sur cet atout. Et par la suite, j'ai entrepris de me former en marketing digital notamment.
Alors, Leslie, je suppose que ton centre de formation a des prérequis. Je m'explique. Tu accompagnes des assistantes indépendantes. Un exemple, je te contacte pour justement embrasser ta formation. Ça fait 2 mois que j'ai arrêté mon activité. Il y a quelque temps, j'étais couturière. Enfin, je dis n'importe quoi. Et là, je souhaite me lancer, reprendre une activité professionnelle. Je n'ai aucune expérience dans le métier d'assistante ou de secrétaire. Et je frappe à ta porte. Tu me dis quoi en fait? Alors, pour commencer, je te souhaite la bienvenue. Et c'est vrai que tu l'as très bien dit, hein, pour devenir assistante de direction indépendante, eh bien, cela nécessite d'avoir des prédispositions, c'est-à-dire des prérequis. Voilà, donc c'est cette expérience que j'ai moi, par exemple, pour avoir exercé durant près de 15 ans. Eh bien, c'est de l'expérience, c'est vraiment le tremplin qui va te permettre par la suite d'exercer auprès d'une clientèle cible. Donc, les prérequis, oui, c'est d'avoir une solide expérience, déjà, pour commencer. Et puis, de connaître son métier, tout simplement, parce que moi, par la suite, dans le cadre de cet accompagnement, je dirige mes élèves vers la partie entrepreneuriale. Voilà, comment établir ses tarifs et prestations, comment avoir le mindset d'entrepreneur pour exercer dans de bonnes conditions, voilà, et atteindre ses objectifs professionnels. C'est vraiment la base. Donc on a compris, il faut être formé, avoir une expérience professionnelle. Alors, Leslie, nouvelle question. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait déconstruire l'image de l'assistante? Je m'explique, souvent, on a tendance à penser que l'assistante, c'est la bobonne à tout faire du patron. Elle passe son temps à faire des copies, à répondre au téléphone, à donner du café. Que dirais-tu à ces personnes qui ont ces pensées limitantes? Qu'ils se trompent et qu'ils ont tout faux. Alors absolument, c'est vrai que durant très longtemps, on a conservé l'image de l'assistante de direction comme étant la personne polyvalente qui peut tout faire, d'accord, un peu couteau suisse. Donc, comme tu l'as dit, voilà, qui peut très bien servir le café, faire des photocopies, d'accord, se charger des tâches très chronophages, comme ça, assez rébarbatives. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, l'assistante représente vraiment le pilier indispensable à la stabilité d'une entreprise. D'accord? Donc, c'est elle qui œuvre en coulisses en tant que bras droit et collaboratrice directe de son client. Donc, bien plus qu'une simple exécutante, eh bien, sa position d'entrepreneur lui confère les mêmes droits que tout dirigeant d'entreprise. Voilà. Donc, en fait, il faut savoir également qu'elle travaille en étroite collaboration avec la clientèle de son choix. Voilà, et elle est également libérée de tout lien de subordination. Voilà, et pour partir aussi sur sa mission, d'accord, elle a vraiment pour mission d'apporter son aide aux professionnels, donc dans la prise en charge de la gestion administrative, commerciale, juridique, financière et relative à la pré-comptabilité de leur entreprise. On fait réagir sur le plateau puisque j'ai vu que nos invités ont réagi au mot bras droit. C'est le vrai bras droit, je te confirme. Moi, j'ai été assistante juridique pendant de nombreuses années en cabinet d'avocat et sans nous, le bateau coule. J'avais ça à dire. Alors, avant de se quitter, Leslie, je sais que tu as une formation spécifique que tu proposes aux assistantes que tu accompagnes. Est-ce que tu peux juste nous en dire quelques mots? Tout à fait. Donc, il s'agit du programme phare qui s'appelle « Devenir assistante freelance en 90 jours » et qui a accompagné et aidé plus d'une 60aine d'assistantes basées dans toute la France, dans les dom-toms, à se lancer en freelance et à gagner leur indépendance financière en ayant à leur disposition une clientèle.
Donc ton centre de formation est un centre de formation dématérialisé, c'est-à-dire que on peut te contacter de tout horizon différent, hein, avec les moyens qui sont mis en place, on peut en tout cas accéder à ta formation très facilement. Alors juste avant de nous quitter, Leslie, si tu peux, pour ceux et celles qui souhaiteraient te contacter, nous laisser tes coordonnées, réseaux sociaux, numéro de téléphone, adresse mail, comme tu le souhaites. Bien sûr, tout à fait. Alors déjà pour le site web, c'est formation-assistante-du 6 toujours, freelance.com. Voilà, pour les médias sociaux, vous pouvez me retrouver sous mon nom, Leslie Prudent, sur LinkedIn, Instagram, Facebook également, et depuis très peu je suis sur TikTok, voilà, sous l'appellation assistante freelance. Voilà, donc vous n'avez pas d'excuses, hein. Vous pouvez me contacter sans problème. Voilà, pour la ligne téléphonique également. Alors attendez. Exactement. J'ai changé de numéro récemment en plus. Voilà, et je ne vais pas vous induire en erreur, voilà, parce que cette formation sauve des vies, je peux vous le dire, je transforme des vies, elle peut sauver des vies. Donc, je prends le temps, vraiment, de vous donner les bonnes informations. Alors. Pour avoir eu l'occasion d'y participer et d'avoir convié certaines personnes à ta formation, puisqu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas dans ce domaine. Comme tu l'as dit tout à l'heure, généralement quand on est entrepreneur et qu'on commence cette activité, comment facturer ses clients, c'est toujours la question qu'on se pose, et comment facturer correctement ses clients. Il y a quelqu'un qui me disait souvent que je facturais à perte. Regardez mon regard, regardez mon... Non. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses à connaître et à savoir, et je recommande vraiment ta formation. Tu as trouvé le numéro de téléphone? Oui, je l'ai, tout à fait. J'attendais que tu termines sagement. Alors oui, le numéro pour me contacter, c'est le 07 80 99 17 70. Super, merci beaucoup Leslie. Reste toujours toi-même, aussi passionnée et humble. Je te remercie d'avoir participé. C'est moi. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Alors, mesdames, Priscilla Logis et Marie Custos, est-ce que le freelance, ça peut être aussi une piste d'emploi pour les personnes en situation de handicap? Absolument. Alors justement, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué, mais on a un certain nombre de personnes que l'on accompagne justement à la création d'activités. Alors bien entendu, nous ne sommes pas, nous, experts de la création d'activités, donc on travaille avec des partenaires, puisque depuis ce matin, depuis ce soir, c'est ce qu'on a dit, on est... on travaille en synergie, et il y a un organisme qui est la boutique de gestion justement qui est missionné pour accompagner notamment les porteurs de projets de création d'activités en situation de handicap. Donc c'est déjà pris en charge par la GFIP, qui est le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées pour les entreprises privées, qui finance déjà cet opérateur. Donc en fait, à partir du moment où avec le demandeur d'emploi, on a évalué déjà que c'est un projet quand même qui tient la route. On ne fait pas d'évaluation économique du projet, ce n'est pas notre compétence. Mais par contre, on vérifie aussi par rapport à la compatibilité du handicap, comme tous les projets, quand on accompagne quelqu'un sur l'élaboration de son projet. Et à partir du moment où on sent que voilà, la personne a déjà quand même fait une démarche par rapport à la création, on l'oriente vers le partenaire qui, lui, va valider si réellement cette personne peut s'engager dans cette démarche de création d'activité. Et si c'est le cas, l'accompagnement démarre avec la boutique de gestion, et qui va aider cette personne à mobiliser tous les dispositifs de financement qui existent, de droit commun. Et il y a aussi une aide à GFIP, simplement parce que la personne a ce statut de travailleur handicapé qui complète les aides de droit commun. Très bien. Justement, dans ces aides de droit commun, à Pôle emploi, je crois qu'il y a pas mal de choses aussi. Oui, tout à fait, parce que, comme le disait Mme Custos tout à l'heure, tout le monde c'est Moon. Et comme je l'ai précisé aussi, au moment de l'inscription à Pôle emploi, on inscrit un demandeur d'emploi. On n'inscrit pas une
personnes handicapées, c'est un demandeur d'emploi qu'on inscrit, un demandeur d'emploi qui a besoin de l'offre de services de Pôle emploi. Et effectivement, dans le cadre de l'accompagnement, il y a l'accompagnement à la création d'activités où vous avez un certain nombre de prestations. Donc vous avez l'actif créa qui permet à un prestataire d'accompagner la personne sur l'idée de sa création d'activité, voir quel sera l'impact sur le territoire de la Guadeloupe. Et ensuite, effectivement, il y a aussi une autre prestation qui est d'ailleurs, je dirais même un service, qui est MEMR, donc Mon entreprise, ma réussite, où là, effectivement, vous avez des conseillers Pôle emploi dédiés à la création d'activités qui vont accompagner justement cette personne beaucoup plus loin sur son projet. Et, et comme c'est une personne en situation de handicap, on fera le lien avec la prestation dont Madame Custos vient d'évoquer pour que justement on puisse non seulement évaluer la création d'activité sur le droit commun, parce que c'est une création d'activité avant tout, et après on va travailler sur l'adéquation handicap, création d'activité et faire cette personne-là bénéficier des aides de droit commun et des aides spécifiques. Très bien, parfait. On va retrouver notre chroniqueuse papillon voyageur, Joëlle Badralou. En tout cas, mesdames, ce sont des indications et des précisions très précieuses. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent ce soir, qui ont dû prendre de quoi noter, puisque souvent on a ce type de retour sur l'information qui circule difficilement. Bon, en tout cas, on ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir fait le job, puisqu'on vous a vu partout, on vous a entendu, et c'est vrai que ce que vous nous expliquez aujourd'hui est limpide et clair, et on retiendra qu'il y a cette agence Pôle emploi qui est l'interlocuteur de proximité pour tout ce qui est question d'emploi de personnes porteuses de handicap. On revient vers vous dans un petit moment. Est-ce que Joëlle Badralou, qui a déserté notre plateau, oh là là, regardez-moi ce décor, les lunettes de soleil, le fond avec la mer. Joëlle Badralou, où êtes-vous? Alors, ici, je suis à Saint-Martin, en direct du Festival de la gastronomie de cette destination. Je suis contente de vous emmener avec moi sur ce joli territoire des Caraïbes. Je reconnais un petit peu le décor. Vous êtes à la baie orientale, non? Alors, je suis précisément à un restaurant qui s'appelle le 97 Beach Lounge, un restaurant qui fait partie des volontaires pour décrocher un prix lors de ce festival. Voyager pour cette deuxième édition du Festival de la gastronomie, et on le rappelle, entre les experts au féminin et ce festival, c'est une belle histoire, puisque l'année dernière déjà nous étions le premier support médiatique guadeloupéen à faire état de ce festival, et aujourd'hui vous y êtes. Alors racontez-nous tout, Joëlle. Alors, pour cette seconde édition, les chefs doivent concocter des menus à base de Madame Plantain. Donc, tout le monde peut participer sur le site internet du festival et voter pour son restaurant favori. Il y a 4 catégories. Alors, les restaurants gastronomiques, donc on vote pour le Gourmet Stars. Les restaurants de ville, cette fois-ci on vote pour les City Stars. Les restaurants de plage, comme là où je me trouve aujourd'hui, donc les Beach Stars. Et ceux qui mettent en avant la cuisine locale, donc les Authentic Stars. Et donc tous les gourmets, les gourmands sont invités donc à tester le menu dégustation dans les différents restaurants qui participent pour pouvoir voter ensuite. Et le restaurant qui aura recueilli le plus de votes aura une distinction particulière. Il sera mis en avant par l'Office du tourisme. Il y aura une communication particulière. Donc c'est une belle mise en avant, je trouve, de la gastronomie locale. Il faut que je vienne, puisque ce festival a lieu jusqu'au 22 novembre, si je ne me trompe pas. Donc on a encore le temps d'arriver. Mais même s'il se clôture, c'est vraiment l'occasion de découvrir de belles adresses en fait. Donc allez regarder ce qui se fait, consultez le site du festival pour, lors d'une prochaine escapade sur cette belle destination, cibler les tables que vous souhaitez tester. Et cette année, il y a une nouveauté, Joëlle, c'est le concours de barbecue. Exactement.
Exactement. Il a eu lieu il y a quelques jours. Ça a été un grand succès. Forcément, tous les amateurs de viande se sont régalés. Il y a aussi de la mixologie à l'honneur. Et les organisateurs ont mis à l'honneur toute une série de chefs. Il y a le chef Vladimir, que j'aime beaucoup, de la Martinique, qui est présent. Il y a le chef Nicolas Salle, qui est venu de Paris, chef étoilé. Sincèrement, très belle palette de chefs pour déguster tous ces menus dégustation et élire les restaurants qui se distinguent en fait. Mardi 22 novembre, on restera connecté pour savoir quels sont les grands gagnants dans les différentes catégories. Et je vous fais confiance, Joël, pour pouvoir déguster tout ce qu'il y a de meilleur à Saint-Martin. C'est vrai qu'en termes de gastronomie, c'est ma destination préférée dans la Caraïbe. Et vous saluerez pour moi Valérie Damaso, la présidente de l'Office de tourisme, et notre ami chargé de communication, Ricardo Bettel. Avec grand plaisir. Et à la semaine prochaine, sur le plateau, vous nous reviendrez avec des Johnny Cake et quelques petites douceurs de Saint-Martin. À la semaine prochaine en présentiel et je ramène pour vous tout plein de douceur. À la semaine prochaine, profitez-en bien, Joël. À bientôt. Alors, je vois qu'il y a eu des hauts, des petits. Alors, non, mais c'est qu'on était en train de prier, mais on s'est compris de regard. Oui, voilà. On espère que le festival dure jusqu'en décembre, parce qu'on part justement pour l'installation du lieu unique d'accompagnement à l'Agence Pôle emploi de Saint-Martin. Très bien, l'Agence Pôle emploi de Saint-Martin qui se trouve à Concordia, en face de la préfecture. Voilà, donc... comme on le dit, hein, les Saint-Martinois effectivement bénéficieront aussi de cet accompagnement, de cette plus-value de cet accompagnement dans le cadre de leur accompagnement et les entreprises aussi. Très bien, donc bon à savoir, on reste connecté à vos réseaux pour pouvoir suivre cette installation début décembre. Je me tourne vers Christina Filetas. Nous allons discuter avec vous inclusion dans le milieu scolaire, Christina. Tout à fait, Axel. Donc, dans le cadre de la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, donc j'ai décidé en fait d'axer ma rubrique du jour sur l'inclusion à l'école, puisque finalement, le premier pas vers l'emploi commence à l'école, donc à l'école maternelle. Donc, il faut savoir que l'éducation est c'est un droit fondamental. Tous les enfants ont droit à l'éducation, quelles que soient leurs conditions. Donc, en parlant d'handicap, il y a des handicaps qui sont visibles et d'autres qui ne le sont pas. Donc on parle d'école, l'objectif de l'école inclusive, c'est d'assurer une scolarisation pour tous les élèves, de la maternelle jusqu'au lycée. Donc en fait ma rubrique elle sera succincte puisqu'il y a énormément de choses à dire et je pense que ça devrait faire peut-être l'objet d'une autre émission pour parler pour parler de tout ce qui est accompagnement des enfants, jeunes et moins jeunes à l'école, enfin des enfants en situation de handicap, puisqu'il y a des handicaps divers et variés. Il y a des malformations congénitales, il y a tous les troubles 10, il y a les troubles du spectre autistique que je ne considère pas forcément comme un handicap, mais qui sont assez invalidants au quotidien et qui perturbent la scolarité et également la vie professionnelle. Donc, je vais venir sur les chiffres. Oui, c'est votre signature, voyons. Sinon, ce ne serait pas Christina Filetas. Allons-y, les chiffres. Donc, les chiffres. Il y a 430 000 enfants scolarisés en France. Je n'ai pas réussi. 430 000 enfants en situation de handicap scolarisés sur tout le territoire français. Donc, je n'ai pas réussi à avoir les chiffres pour la Guadeloupe, malheureusement. Il y en a 67 000 élèves scolarisés en établissement hospitalier ou en établissements médico-sociaux. Donc, ça peut être un IME. Donc, l'IME, c'est l'Institut médico-éducatif. Donc, il y a 10 272 ULIS, qui sont des unités localisées pour l'inclusion scolaire sur tout le territoire français. Donc, il faut savoir qu'il y avait une volonté politique et publique d'améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap. Donc, en 2018, le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, M. Blanquer, a
a mis en place certaines choses afin que soient formés, par exemple, les AESH. Oui. Donc, les AESH, ce sont les accompagnants des élèves en situation de handicap. Il y a un vrai sujet sur la formation. Il y a un vrai sujet à faire là-dessus. Il y a aussi, donc de cette volonté politique sont nés aussi les PIAL, qui sont les pôles inclusifs d'accompagnement localisés. Donc les PIAL permettent de centraliser en fait toutes les ressources pour permettre une meilleure utilisation de ces dernières en faveur des enfants en situation de handicap. Il y a donc, quand un enfant en situation de handicap doit être scolarisé, il est au préalable intéressant de mettre en place un projet personnalisé de scolarisation. Donc il se fait en amont, donc avec l'école et les parents, pour permettre en fait que les besoins de l'enfant, les besoins éducatifs de l'enfant et ses compétences, pour construire un projet autour des compétences de l'enfant et de ses besoins éducatifs. On y revient, la question des compétences. Qui sont importantes. Donc il y a énormément de choses à dire malheureusement, donc j'essaie d'être très succincte. Il faut savoir qu'il y a un numéro vert qui est à la disposition des familles, qui est le 0805 805 110 ou le 0800 730 123, qui sont des cellules qui peuvent accompagner, enfin il y a un dispositif d'écoute qui permet d'orienter les familles. Très bien. Il faut aussi savoir que le partenaire privilégié des familles et des enfants en situation de handicap reste que la maison départementale, la MDPH des handicapés, mais je ne m'étendrai pas sur le sujet. On ne fera pas de commentaires et je pense qu'on a matière à les inviter ainsi que l'académie, puisque là il y a un vrai sujet. Ce n'est pas toujours évident. Il y a le personnel enseignant à sensibiliser aussi, le personnel administratif de part et d'autre, mais aussi les professionnels de santé en ville aussi, qui puissent entrer en synergie comme vous, mesdames, parce que ce n'est pas toujours évident pour le vivre, moi, ce n'est vraiment pas évident, ni pour les enfants, ni pour la famille. Mais en tout cas, merci Christina. D'accord. Mesdames, vous travaillez avec l'académie, le rectorat aussi, pour pouvoir sensibiliser à ces questions. Tout à fait, effectivement, et je remercie Christina pour ces données. Il est vrai qu'il y a une volonté, de part, en tout cas sur la Guadeloupe, il y a une volonté de l'éducation nationale de faire ce rapprochement entre les services publics de l'emploi, parce qu'on se rend compte encore aujourd'hui que quand il y a un jeune qui entame un parcours scolaire, forcément dans le parcours scolaire, comme l'a évoqué Christina, il faut penser, on construit déjà le parcours professionnel du jeune. Et il est intéressant de par ce PPS, donc ce projet personnalisé de scolarisation, de pouvoir effectivement construire ce projet avec le jeune, avec ses parents, pour justement, et surtout l'équipe pluridisciplinaire qu'il y a autour, avec les enseignants du LIS, pour justement permettre qu'il y ait ce maillage entre le parcours, la fin du parcours scolaire au parcours professionnel. Et il est vrai que pendant la période Covid, j'ai eu à faire des interventions de sensibilisation à la demande du coordinateur des ULIS de Guadeloupe, M. Siban, auprès des enseignants du LIS, parce qu'effectivement, il y avait deux problématiques. La première problématique, c'était qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui existe, quels sont les acteurs qui peuvent venir en complément à la fin du parcours scolaire du jeune en situation de handicap pour lui permettre d'entrer sur le marché du travail. Ça, effectivement, il a fallu que nous y allions, que nous intervenions pour leur présenter l'offre de services Pôle emploi, Cap emploi, mais aussi d'autres acteurs qui interviennent dans le champ de l'emploi et du handicap. Et la deuxième problématique, c'est qu'effectivement, ces coordinateurs du LIS se sont rendus compte que ces jeunes, c'était les parents qui choisissaient l'avenir de ces jeunes en termes de formation, et qu'effectivement, ils nous ont demandé de venir sensibiliser les parents pour laisser aux jeunes le choix de choisir lui-même la profession qu'il souhaiterait faire plus tard. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on a c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas avoir le choix. On a le choix.
Et il y a des acteurs qui accompagnent. Je dis déjà, un jeune qui est scolarisé en milieu ordinaire, c'est qu'il y a une possibilité d'évoluer dans le monde professionnel, dans le milieu ordinaire. Et même si cela n'est pas le cas, il y a effectivement la maison départementale qui revient et qui réévalue le choix, la direction au niveau du marché du travail. Et il y a aussi les acteurs qui existent. Donc c'est pour ça qu'effectivement, nous avons eu l'occasion d'aller au lycée de Pointe-Noire, au collège du Rézé et aussi au lycée du Moule. Et d'ailleurs, je remercie Monsieur Siban et tous les enseignants du lycée qui nous ont invités. Et j'espère qu'effectivement, cette collaboration continuera parce qu'elle est nécessaire et elle est vitale pour que nos jeunes aussi puissent se rendre compte qu'il y a une continuité après le parcours scolaire et que nous sommes là. Très bien, parfait. Merci beaucoup pour ces éclairages. Mesdames, on arrive à la dernière rubrique. Amanda, qui est en magnéto avec nous aujourd'hui. Et elle va nous parler d'une initiative qui, je pense, va beaucoup vous intéresser. J'imagine que vous connaissez les Box et Panda Craft. Enfin, bon, pas de publicité, mais bon, qui proposent des magazines et des activités mensuelles aux enfants pour les décoller un petit peu des écrans. Eh bien, Amanda va nous emmener à la découverte de la box Yécric. Eh bien, une solution, une production made in Guadeloupe et Martinique. Magnéto. Yécric. Alors non, je ne vais pas vous raconter une histoire. En revanche, je vais vous parler de la box Yécric. Il s'agit de la première box culturelle conçue pour les enfants à partir de 3 ans et elle a été lancée en novembre 2022 sur le thème « Caille Maman, la tête à trembler ». Alors le principe il est simple, chaque mois, votre enfant reçoit chez lui sa box dédiée à un thème de la culture antillaise qu'il découvre à travers son petit livre de 20 pages et touche du doigt un pays de la Caraïbe grâce au poster éducatif grand format. Alors il attise sa curiosité avec le conte antillais en podcast, disponible en créole, guadeloupéen et martiniquais s'il vous plaît. Donc les podcasts sont bilingues, créole et français. D'autres contenus audio sont disponibles sur le site internet. De plus, chaque mois, l'enfant réalise une expérience à 4 mains avec ses parents afin de nouer un lien avec la tradition par la fabrication. Alors, je vous laisse écouter Grégory Wana qui nous a préparé une petite vidéo et qui nous en dit plus. Je suis Grégory Wana de Yécric, des magazines pour enfants dédiés à la culture caribéenne. Tout d'abord, il y a Tout Petit, un magazine de 28 pages où les enfants découvrent une histoire sur la littérature antillaise, nourrir les enfants de l'imaginaire antillais. C'est important. Et il y a aussi Débouya. Débouya, c'est un magazine culturel avec des histoires, oui, mais surtout beaucoup de culture, beaucoup de curiosité, beaucoup de découvertes. Ce n'est pas tout. Débouya, c'est un kit. Un kit, c'est quoi? Un kit, c'est un magazine, comme vous l'avez vu, mais c'est aussi un passeport sur la biodiversité. La roula, ça, c'est une vraie lambila. Ça bon, mais lambila est un danger en Caraïbe. Il faut nous protéger. Et il y a quand on se réveille Yécric. Yécric aussi, c'est des activités manuelles à réaliser. Là, c'est un puzzle vide. Coloriez-le et faites le puzzle de votre dessin. Ici, c'est une mosaïque sur Jaco. Jaco répète. Vous connaissez les miens là. Voilà. Yécric, c'est plein de choses. Et c'est le traditionnel conte antillais avec coco lapin et domino cochon. Alors, pour souscrire à Yécric, rien de plus simple. Vous rendez sur notre site internet www.laboxyécric.com et vous souscrivez à un abonnement. Tous les mois, dans votre boîte aux lettres, votre enfant va recevoir son Yécric. Alors c'est une belle alternative ou un complément face à des productions eurocentrées avec des activités ludiques pour les enfants et leur faire découvrir ou redécouvrir nos us et coutumes. Alors plusieurs formules d'abonnement à partir de 12,90 € sont disponibles sur le site internet laboryécric.com. Alors les filles, j'espère que vous avez apprécié. Vous savez, tout ce qui touche la culture antillaise, du sourire jusqu'aux oreilles. Et le sourire, nous l'avons aussi. Petite mention spéciale pour le gros doudou d'Amanda.
Et puis, petit lapsus, c'était un lancement en novembre 2020. Donc, ça fait déjà 2 ans que la box Yécrit existe. Et je pense que c'est une belle idée cadeau pour nos tout petits, surtout ceux qui sont dans la diaspora, n'est-ce pas? Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, mesdames. Priscilla Logis, Marie Custos. Pour l'invitation. Mesdames les expertes. Merci. On se retrouve, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, la semaine prochaine. Et je vous dis déjà, restez connectés. On a rendez-vous pour notre 2e After Work, les experts au féminin, le jeudi 8 décembre sur la thématique comment booster votre business en période de fin d'année. Allez, à la semaine prochaine.